Bonsoir Pierre Gattaz, bonsoir cher Pierre. Bonsoir. Frédéric. Merci d'être avec nous. C'est un privilège de vous avoir en notre compagnie aujourd'hui, Pierre, à l'occasion de ce salon non moins exceptionnel pour la région, le département et même la France. Qu'est-ce que vous faites comme état des lieux de la France? J'ai envie de dire, où en est-on à la fois des réformes par rapport à ce contexte qui, on le voit, est compliqué, incertain? Alors, je voudrais d'abord commencer à féliciter les gens que j'ai entendus à la tribune, le président, maire, parce que c'est très enthousiasmant. Ici, le département de l'Ain est extrêmement dynamique, comme l'a montré le président. Au budget, vous êtes remarquable, exemplaire. Moi qui suis un industriel depuis 40 ans, j'adore venir dans des territoires, dans des départements qui y croient, qui foncent, qui ont des entrepreneurs, qui ont gardé leur industrie et qui prouvent tous les jours que l'industrie crée de l'emploi. Vous êtes descendu à 6% de chômage, c'est merveilleux. Il n'y a pas beaucoup de départements comme ça. Moi, je voudrais tous vous féliciter parce que c'est absolument génial. Et c'est un bravo collectif que je vous donne. Et je suis extrêmement heureux et fier d'être là ce soir avec vous pour ça, justement. Et d'ailleurs, vous pouvez vous applaudir. Hein. Alors au milieu de cette France, il y a le département de l'Ain. Mais je crois qu'il faut regarder ce qui marche en France et ce qui marche à l'extérieur de la France. Moi, j'ai un modèle qui est le modèle suisse, qui est formidable. Ils ont gardé 25% de leur industrie dans le PIB. Ils ont 30% de dépenses publiques dans le PIB. Ils ont 2,5% de chômage des jeunes et des emplois. Ils ont de l'apprentissage. À 17 ans, 70% des gamins sont en apprentissage. Tout ça, c'est des modèles exceptionnels qui marchent. On est dans le pragmatisme total. Les Allemands sont à peu près pareils, avec quelques divergences actuellement sur l'Europe, mais ils ont gardé leur industrie, ils ont gardé leur entreprise patrimoniale. L'Autriche, pareil. La Suède et tous les pays scandinaves sont des social-démocraties qui ont compris la vertu de l'entreprise, de l'industrie, de l'innovation. Et parfois, je me dis, est-ce que nous, les Français, nous avons bien compris tout ça? Alors, ça commence à bouger quand même sur le rôle de l'entreprise. Vous avez écrit un livre, Le cœur et le courage, qui veut tout dire, Pierre. Alors, en fait, c'est mon combat depuis tout petit, quelque part. Enfin, mon père et mon oncle ont créé Radial, je suis rentré à 30 ans. Et en effet, j'ai vécu 4 crises avec Radial en 30 ans. Et les crises ont été souvent compliquées à manœuvrer, à gérer, pour un environnement social et fiscal extrêmement compliqué, extrêmement lourd. Ce qui m'a amené à une colère sourde, que j'ai toujours ce soir d'ailleurs, avec un optimisme formidable pour la France, mais sur des combats qu'il faut continuer de mener. Quand vous me posez la question où en est la France, oui, elle a été réformée, j'en suis très content. Le MEDEF que j'ai incarné est un MEDEF de combat pour la croissance et l'emploi. J'ai porté fièrement un pins 1 million d'emplois, en disant à mes interlocuteurs, François Hollande en premier et les autres ministres, si vous faites telle réforme sociale, fiscale, de l'apprentissage et de la simplification, nous sommes capables de descendre de 10% à moins de 8%. Et Manuel Valls m'a écouté, le CICE a été mis en place, le pacte de responsabilité a été mis en place, Macron, la loi El Khomri ont commencé à simplifier un peu le code du travail. Puis les ordonnances Pénicaud. Emmanuel Macron a introduit la flat tax, a commencé à baisser le taux d'IS. Donc moi, j'étais extrêmement heureux de voir qu'enfin, la France fait quelques réformes économiques qui vont dans le bon sens et qui a permis à nous tous de retrouver une confiance. Et ce que j'ai vu à Business Europe après le MEDEF, c'est l'image de la France qui a changé sur le plan économique. Déjà, on les a eu, les 1 million d'emplois. Hein. Alors, on a créé le 1 million d'emplois au bout de 5 ans, puisque j'ai annoncé ça en janvier 2014, et 5 ans après, en décembre 2019, chiffres INSEE à la pluie, qui ont été contestés d'ailleurs par pas mal de gens, de mes détracteurs. On a créé le 1 million d'emplois qui fait qu'on est passé de 10% à un peu moins de 8%, 7,5% aujourd'hui. Qui m'a fait écrire un livre il y a un an et demi, où on disait on a créé le 1 million, pourquoi pas en créer 2 de plus pour atteindre le plein emploi. Alors ma grande fierté secrète que j'ai, mais que je vous partage avec vous, c'est que j'ai envoyé ce petit livre, Le cœur et le courage, au président de la République, à Bruno Le Maire, à quelques ministres quand il est sorti. J'ai eu des petits mots de félicitations manuscrits, j'étais très content. Et quelques semaines après, dans le discours du président de la République, on parle de l'objectif de plein emploi.
J'étais très content, très flatté, parce qu'on peut y arriver. Parce que la France peut intrinsèquement y arriver quand on voit le haut budget, l'Inde, certains départements, des gens industriels, besogneux, tenaces, innovants, comme vous le montrez, comme vous l'incarnez. Ce sont des modèles formidables et qui prouvent à notre classe politique, souvent connaissant pas l'entreprise, parce que je les ai vus, il y a le monde de l'administration, le monde de la politique, le monde des médias, et puis nous, on est le monde de l'entreprise qu'on ne comprend pas, qu'on La connaît vraie pas. vie, hein. Ouais, c'est ça. La vraie vie, et c'est pour ça qu'il faut continuer de diffuser, de faire des événements comme ça, de continuer de faire du prosélytisme industriel, entrepreneurial. Promenez-vous avec vos composants dans la poche, montrez vos, Ah oui, voilà, montrez-nous, montrez vos Pierre. réalisations. Ça, c'est un petit connecteur radial. Alors, c'est ce que fait Radial. Hein. Racontez-nous ce que fait Radial, là, Pierre, pour ceux Il qui faut ne connaissent pas sortir vos l'entreprise. produits de vos poches, le montrer aux médias, aux députés. Celui-ci m'a sauvé 2 fois la vie. Il m'a sauvé 2 fois la vie. C'est un connecteur que j'ai conçu pour Boeing en 2000. J'ai subi une grave crise en 2000, c'était la crise des télécoms. Radial faisait 70% de son chiffre dans les télécoms. D'un seul coup, en 2001, moins 20%, en 2002, encore moins 20%, je me suis retrouvé avec moins 40%. Il a fallu se remuer pour se diversifier rapidement. Bon. Donc j'ai quand même investi dans la crise. On a développé un produit que Boeing voulait. On a mis 7 ans à le développer et à avoir des marchés. Bon. Pour avoir le retour sur investissement. Le retour sur investissement. Alors on est maintenant à 50% dans l'aéronautique, chez Boeing, chez Airbus. Et une petite histoire, j'ai eu une polémique sur une prime que j'ai eue parce qu'il y a eu de bons résultats Radial. Quand on est président du MEDEF, tout est transparent. J'avais pris 75 000 euros de prime pour une année exceptionnelle de Radial. Bon, ça a fait un scandale dans les médias. Bon, c'est pas des millions, c'est 75 000 euros. Bon. Et alors monsieur Bourdin, le grand journaliste, m'appelle, me convoque, me dit il faut que vous expliquiez sur RTL, sur RMC. Donc le lundi matin, j'arrive un quart d'heure à l'avance et je sors mon connecteur 10 minutes avant l'interview. On prend un café ensemble et je lui explique. Vous savez, là, c'est quelque chose. On a quand même 5 usines en France. Il y a 450 personnes qui ont travaillé là-dessus. Il y a 15 brevets. Toute l'excellence française. On fait du plastique. C'est du plastique, c'est du composite. On a des fournisseurs un peu partout en France, dont à Oyonnax. On fait vivre avec 450 usines, Château Renaud, en Indre-et-Loire. Et puis, il y a sans doute encore 500 personnes d'emploi indirect et encore 500 personnes induites. En gros, on est le plus gros employeur de Château Renaud. Et ça, c'est de l'excellence française. On vend ça au monde entier. Il a été passionné par l'histoire. L'interview s'est passée merveilleusement bien parce qu'il m'a vu avec une casquette d'entrepreneur. Oui, et puis vous lui avez expliqué ce que font les entrepreneurs. C'est ça la vraie vie. Et ça, c'est exporté dans le monde entier. On est chez tous les avionneurs. Alors, c'est pas que ça. Et donc, l'interview s'est passée merveilleusement bien. À la fin, c'est quoi votre histoire de prime? Je lui ai dit, écoutez, voilà, c'est cette somme-là. Radial a fait des résultats époustouflants. Bon, j'ai pas pris des millions, c'est 75 000 euros. Du coup, c'est devenu un non-sujet. Et en fait, c'est très bien, c'est un non-sujet. Ah, il a validé. Question, Pierre Gattaz. Vous le disiez implicitement, croissance et environnement vont de pair. On a tendance, là on est dans éco-budget, quelle industrie demain on a tendance à les opposer. On se dit, bah oui, mais... Oui, alors, il faut reprendre la main sur les médias, sur beaucoup de choses, en montrant nos usines, en montrant nos salariés, en faisant parler nos collaborateurs. Et on parle de l'économie circulaire, et bravo pour ce thème, qui est un thème offensif. On a souvent été un peu en défensif sur l'écologie, alors que l'écologie maintenant devrait être une écologie libérale, industrielle. Et l'économie circulaire en est une. On jette moins, on gaspille moins, on fait attention aux économies d'eau, d'énergie, de gaz, d'électricité. C'est extrêmement vertueux. C'est extrêmement vertueux et en plus nos salariés sont tous d'accord. Non seulement ils sont tous d'accord, mais nos jeunes salariés nous poussent à le faire. Donc je dirais c'est un marché qui est demandé par nos salariés et demandé par nos jeunes collaborateurs qui répond à un besoin de transition climatique énorme. Donc c'est un marché nouveau où les entreprises peuvent amener 80% des solutions. Moi je le dis toujours, quand j'entends des discours politiques insupportables sur... toujours cadeaux aux entreprises, machin, les profiteurs, parasites, les parasites, etc. de certains, mais c'est à pleurer, c'est à pleurer. Et donc il faut continuer de se battre en disant mais c'est nous qui avons les solutions. C'est nous qui avons les solutions aux énergies renouvelables, au gaz, à l'électricité, à toutes les énergies, à tous les matériaux qui polluent aujourd'hui. Et donc dans nos sociétés, et vous l'avez tout à fait démontré, et moi à Radial, je suis assez... ça fait quelques années que j'ai mis en place un programme qui s'appelle Green, où j'ai tous mes salariés qui participent de telle façon à trouver des idées pour changer des matériaux, pour améliorer des process, pour consommer moins, etc. Donc c'est un gros projet
c'est un projet d'entreprise qui nous permet, avec les scope 1, scope 2, scope 3, de mesurer. Il faut mesurer les émissions de CO2 que vous faites et de mesurer des résultats et des améliorations. Donc je pense que sur l'économie circulaire, oui, franchement oui, il faut y aller. C'est un thème merveilleux qui permet en plus d'avoir de l'avance et quelque part de faire des économies. Parce qu'on ne le dit jamais, mais faire attention à notre papier, à notre électricité, à notre gaz, changer, faire des choses différemment, changer coûte moins cher, mais quelque part ça fait des économies. Alors c'est aussi des investissements en face, parce qu'en effet, on ne change pas du cadmium. J'utilise beaucoup de cadmium pour des produits de connectique qui sont à la fois anticorrosifs et très bons conducteurs. C'est très compliqué. Il faut que nos clients nous aident aussi, parce que nos clients, j'ai quelques négociations en cours, on parle beaucoup d'écologie chez eux, dans la presse, machin. Vous arrivez à une négo, c'est le prix. Donc là, il va y avoir un petit problème. Et c'est là où les fédérations, les filières... dans la grande distribution aussi. Hein. C'est là où les filières, les fédérations, le MEDEF, la CPME, peuvent aider sur le fait... Écoutez, on est dans un monde où c'est un peu compliqué, où il faut investir. Alors vous pouvez acheter de la saloperie au bout du monde, sans faire attention au CO2, au transport. Nous, on est vertueux. Et j'imagine que les salariés de nos clients sont vertueux aussi, que nos clients vont être aussi obligés à y aller. On en parlait tout à l'heure. Il faut que l'écosystème français se mette en marche pour chasser en meute sur ces sujets-là qui sont extrêmement importants et qui feront à la fin qu'on va gagner collectivement. Alors, par rapport à justement ces sujets-là, on voit que les entreprises doivent évoluer, doivent bouger. On avait une table ronde très intéressante tout à l'heure où on voit qu'il faut pivoter. Il y a un retour sur investissement à T+1, T+7. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé en 2001 avec cette crise des télécoms. Il a fallu pivoter, hein, l'entreprise radiale. C'est encore 5 usines en France, mais comment, en tant que chef d'entreprise, on aborde ce virage qui est un virage vraiment radical et comment on se projette? Alors, en effet, en 2001, on a eu cette grosse crise télécom et il a fallu restructurer le groupe parce qu'on a fait 2 fois 20% de baisse de chiffre d'affaires. J'ai mis 18 mois à faire un plan social. Alors, ce n'est pas un gros plan social, c'était un petit, on a accompagné tous nos salariés, ils ont tous retrouvé du travail. 18 mois de livre 3, livre 4, vous connaissez ça. Pendant que mes concurrents américains faisaient ça en 15 jours, mes concurrents anglais en 1 mois, mes concurrents allemands en quelques semaines, etc. Et à la fin de cette épreuve-là, j'ai dit, bon, j'en ai marre, j'en peux plus. Moi, en 30 ans, j'ai perdu mes 20 concurrents français de Radial. Cinch, Deutsch, Souriau, Framatome, Connecteur, RLB, FRB, ce sont sans doute des noms que vous connaissez pour certains d'entre vous, qui ont été rachetés par des Tyco électroniques américains, en Phenol, etc. Bravo, mais ils ne sont plus français. Et quand vous avez des crises, j'ai vu des usines disparaître progressivement, pof, pof, pof. Et on explique. Et on se réveille comme ça en 2022, tiens, on fait plus que 10% de l'industrie dans notre PIB. Mais les gars, ça fait 40 ans. Il y a le bouquin de Nicolas Dufourcq. Comment on fait pour maintenir ces 5 usines, hein, Pierre? Alors, ma fierté fondamentale, c'est d'avoir récupéré 4 usines quand je suis arrivé en 92, créées par mon père et mon oncle, et d'en avoir ajouté une 5e à Dole. J'en ai 5 aujourd'hui. On exporte 90% de notre chiffre d'affaires. Et il faut résister, il faut se battre. On ne peut pas se dire je vends ma boîte et je pars en Suisse, comme j'en ai vu beaucoup. Et ça m'a terrorisé toute ma vie. Et donc il faut aller au combat. Ça veut dire que les territoires ont du sens plus que jamais. Ça veut dire que les territoires ont un sens incroyable. On est encore très monarchique en France. Très top-down, il faut décentraliser. Le modèle suisse, c'est 3 niveaux de décentralisation. C'est pas 7 comme nous en France. L'Allemagne, c'est des Länder qui bossent. Il faut rendre la responsabilité au territoire, mais dans nos entreprises. Et on ne regarde pas assez nos entreprises. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du bottom-up. On fait de la qualité totale, on fait du lean management, on fait du Six Sigma, on est en mouvement permanent et on fait confiance à nos équipes tout le temps. Moi, je demande à mes ouvriers depuis... J'ai commencé en 95 avec Motorola qui nous a appris le Six Sigma, puis Boeing nous a appris le lean management pour baisser nos coûts. Le lean management, c'est vous demander à vos ouvriers, à vos ouvrières, qu'est-ce qu'on peut faire toute la journée pour améliorer votre poste de travail, pour améliorer le process, votre lumière, les flux, etc. Et au bout de 1 ou 2 ans, vous avez des gens beaucoup plus employables, beaucoup plus heureux parce qu'ils participent aux solutions. Et parce que moins de pénibilité aussi. Moins de pénibilité, un client heureux parce que les stocks ont été réduits, parce que les délais de livraison et les problèmes de qualité sont résolus, et une entreprise qui est plus rentable. Intéressant de voir qu'en traitant bien le client interne, c'est-à-dire le salarié,
Le client externe va être encore mieux. J'ai poussé cette idée très saugrenue auprès de François Hollande, Michel Sapin, Marisol Touraine, quand j'étais au MEDEF, en disant mais faites de la RH et du management moderne dans l'administration, dans la fonction publique. Aujourd'hui, il y a un article formidable du GDP le président dimanche, de Guéry mais ça me paraît tellement évident, que pour régler les problèmes d'hôpital, les problèmes de justice, les problèmes de police, les problèmes de santé, les problèmes d'administration, dont on parle tout le temps, avec des gens de plus en plus malheureux en tant que fonctionnaires, nous, on a inversé le truc. Eux, ils sont en top-down encore. Vous êtes des gens formidablement éduqués, très intelligents, qui arrivent, toujours très pyramidal. Et alors que nous, on a inversé. On est en bottom-up. C'est la clé du succès. Et je pense que le bottom-up en France, c'est ça qu'il faut faire. C'est redonner la parole, l'initiative. Alors, on ne sait pas si c'est région ou département. Je n'ai pas tranché sur le débat. Là, c'est à voir, c'est à regarder. Mais en tout cas, on a... La parole au terrain qui fait remonter les bonnes idées. Exactement. Et faire confiance aux gens qui sont sur le terrain. Ça me paraît tellement important, évident. Et prendre l'exemple de nos entreprises, du fonctionnement, de management des entreprises, pour baisser nos 60% de dépenses publiques du PIB à une normalité autour de 50% ou 45%. Alors Pierre, on commençait à en parler avec la Suisse, mais aussi avec l'Allemagne, vous le disiez. Ça a été un formidable poste d'observation Business Europe. C'est l'Union européenne élargie. Donc, oui, alors en fait... Là, on apprend beaucoup de choses en termes, on le disait, de formation. On parlait des métiers tout à l'heure, mais aussi sur la place des syndicats. Oui, alors en fait, après les 5 ans de MEDEF, ils ont eu le malheur de me nommer, de m'élire président de Business Europe, qui est le MEDEF européen. On représente les 27 MEDEF européens. Ça a duré 4 ans. C'est encore un poste exigeant, d'engagement. Alors tout ça n'est pas rémunéré. On fait ça vraiment pour des convictions profondes. Mais c'est passionnant. On apprend des tas de choses. Et qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris que ce que je disais sur la complexité du Code du travail français ou sur la fiscalité élevée, sur les charges sociales et patronales qui font qu'un salaire de 100 € en France se transforme en 200 € pour l'entrepreneur. Tout ça, ce sont des réalités cruelles que les autres pays n'ont pas ou ont moins. Bon. Et donc, tout ce que j'ai dit pendant le MEDEF, que j'ai appris avec Radial, mes partenaires, mes fournisseurs sur le terrain, et que j'ai exprimé pendant 5 ans sur les ondes, ont trouvé une amplification supplémentaire avec ce que j'ai vu de l'Europe. Et notamment dans le dialogue social, qui est fondamental dans nos entreprises. Parler à nos salariés, les encourager, les manager, les sécuriser, leur montrer le chemin, c'est du management. Le dialogue social, c'est ça, c'est d'expliquer aussi des situations, et que c'est vrai que parfois nos partenaires sociaux, comme on dit, sont parfois un peu excessifs, comme vous le savez tous, bloquent avant de faire la moindre négociation, alors que dans la plupart des pays européens, c'est la culture du dialogue, de la confiance. J'ai posé la question à un grand syndicaliste allemand, dont je ne me souviens plus le nom, mais qui était patron du IG Metall à l'époque. Et à la fin d'une interview très intéressante, je lui ai dit « Mais monsieur le syndicaliste, quel est votre mot d'ordre ?» Et il m'a dit « Competitiveness ». Competitiveness, la compétitivité. Et oui, c'est normal, c'est important. Pour embaucher, pour augmenter nos salaires, pour prendre des apprentis, pour que l'outil de travail continue, il faut qu'elle soit compétitive. Et là, je suis resté quoi ? Je me suis dit, c'est quand même formidable d'avoir un syndicaliste de IG Metall. Alors parfois ils sont en grève, parfois actuellement l'Allemagne, c'est pas très simple, ils revendiquent des salaires importants. Mais si vous voulez, la normalité, c'est on discute, le mindset, on négocie, en fait, le mode de raisonnement et de pensée. Sur l'entreprise qui est, je dirais, l'élément fondamental. Après la famille, c'est la cellule humaine la plus importante. C'est là où on crée la richesse, comme l'exprimait très très bien le président du département tout à l'heure. Et même les Chinois ont compris ça. Deng Xiaoping, vous citiez l'ISO, enrichissez-vous, mais Deng Xiaoping l'a dit en 98. Enrichissez-vous, créez vos entreprises, innovez, etc. Ils ont inventé l'économie socialiste de marché. Bon, alors là, ça change un peu. Et les droits de l'homme, je suis d'accord, c'est quand même bafoué. Et actuellement, c'est quelque chose, retour vers le passé, très fortement. Mais il y a eu une époque où ils ont compris que l'entreprise permettait, et ils ont sorti la moitié de leur population d'1,4 milliard d'individus de l'extrême pauvreté. Grâce à quoi? L'économie, l'innovation, la mondialisation, l'exportation, quelque part, un certain nombre de nos valeurs. Donc voilà, et quand j'entends qu'il y a encore des gens en France qui doutent de l'intérêt de l'entreprise, je me dis, mais il faut continuer le combat. Il faut continuer le combat.
toujours aussi combatif, Pierre Gattaz. On parle avec ce forum, avec ces 2 journées exceptionnelles tournées vers l'avenir. Le président Deguerry disait tout à l'heure, demain, ça se décide aujourd'hui. Hein, il faut le construire aujourd'hui. Il y a quelque chose qui vous anime. Vous êtes toujours avec de nouveaux projets. C'est les fameux 3P. Et ça nous va bien, nous qui ici promouvons toute une économie de demain axée sur le développement durable, sur l'humain et la prospérité. Oui, j'ai même envie de créer un think tank, alors j'y réfléchis, autour des 3P. Les 3P, c'est quoi? C'est quand je suis arrivé à Business Europe, je me suis dit, il faut une petite philosophie. Et les 3P, c'est Prosperity, People, Planet. En expliquant que le premier P est fondamental pour avoir le premier P de prosperity économique est important pour avoir la prospérité et le bien-être des hommes et la prospérité et le bien-être de la planète. Si vous n'avez pas la première prospérité, vous n'offrez rien. Et je crois que ça, c'est un discours politique, c'est juste la base de la base, qui n'est pas encore totalement acquise en France, mais qui est fondamentale. Donc n'esquintez pas votre tissu industriel, n'esquintez pas votre tissu économique, protégez-le, motivez les gens, de telle façon à ce qu'on développe du bien-être, du bonheur aux gens, comme on le voit quand même dans d'autres pays, nos voisins, quand on voit tout l'hinterland allemand qui a fait vivre tous les Roumains, les Polonais, les Bulgares, qui sont aussi à 2, 3, 4, 5% de chômage, qui ont changé de niveau de vie, qui ont un PIB par habitant qui a explosé. Nous, depuis 2000, les 35 heures, sans les citer, on est resté presque plat. On s'est fait rattraper par tout le monde. Les PIB par habitant de la France n'a quasiment pas bougé depuis 2000. L'Allemagne nous a passé devant, le Luxembourg, la Suisse, les États-Unis sont tous passés devant nous. Et ça, c'est pas normal. Donc, je pense qu'il faut continuer en expliquant qu'il y a 3 P. Nous, on est là pour le long terme. En tant qu'entreprise familiale, patrimoniale, on est à fond dans des valeurs humaines, patrimoniales, territoriales. Moi, mes 5 usines sont dans les territoires à Radial, bien évidemment. Elles ne sont pas sur l'île Saint-Louis. Hein. Ils sont 3 en Isère, une dans le Jura, l'autre dans l'Indre-et-Loire. Et le premier pays économique est absolument fondamental. C'est comme ça aussi que tous les pays de l'OCDE qui réussissent nous montrent ça tous les jours. Donc je ne comprends pas encore des débats français politiques qui occupent les médias aujourd'hui, qui remettent en cause cette base-là. Donc j'ai une petite angoisse aujourd'hui, je vais vous dire, sur le fait que culturellement, j'ai l'impression qu'on a bien bossé, sans m'envoyer des fleurs, mais pendant 5 ans sur le MEDEF, avec le CICE, pacte de responsabilité, les réformes qui ont été faites. Et là, il faut faire attention que, de nouveau, il n'y ait pas une grande marche arrière qui s'opère. Donc il faut garder le cap sur les vertus de l'entreprise, de l'industrie, de l'innovation, de tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous entendez par marche arrière, Pierre ? Marche arrière, c'est les discours que vous entendez régulièrement, politiques souvent, sur une sorte d'antilibéralisme, sur des connotations un peu marxistes que je revois, que j'ai. Vous avez remarqué comme on dit voilà. Capitalisme plutôt qu'économie de marché, alors que c'est synonyme. Hein, et c'est pour ça qu'il faut inventer l'écologie libérale ou le capitalisme humain. Moi, je suis pour un capitalisme profondément humain et profondément environnemental. C'est les 3 P, Prosperity, People, Planet. C'est vrai que si on se gave de profit et qu'on se gave de dividendes, on ne sera pas très exemplaire. Ça ne marchera pas très longtemps. Il faut être mesuré, exemplaire sur ces sujets-là. Avec un partage de la valeur. Et avec un partage de la valeur et des salariés heureux et fiers dans nos entreprises. On a parlé de fierté. Moi, je pense que nos salariés, on doit leur donner l'espoir que ça ira mieux. Et surtout la fierté d'être dans vos usines, dans les miennes, d'être français, d'être dans l'Ain, dans le haut budget. Je crois qu'il faut partager ces succès phénoménaux qu'on a réussi à bâtir pendant des années et des décennies. Et surtout qu'il n'y ait personne qui vienne, parce que je les entends sur les ondes de plus en plus, hein, on les voit tous, on les entend, on les lit, on remet en question. L'écologie, de nouveau, repart sur des postures extrêmement contraignantes, extrêmement angoissantes, alors que c'est nous qui avons les solutions pour 80% d'entre elles. Et on en parlera demain avec Jean-Marc Daniel qui sera avec nous pour une conférence exceptionnelle à ne pas manquer demain à 13h30. Pierre, on parle prospérité, la planète, l'humain au centre. Ça vous tient à cœur. Quel regard sur l'évolution de ce rapport, du rapport au travail déjà ? Dans la table ronde que j'animais jusqu'à l'heure, tout à l'heure, on parlait beaucoup de donner du sens. Les jeunes générations veulent avoir un impact. Votre regard par rapport à tout ça, par rapport à la personne humaine, et je sais que vous avez nommé un responsable
la sustainability, du développement durable. Votre regard par rapport au croisement entre l'humain et la planète, justement? Oui, je pense que depuis le Covid, on a nos salariés, nos collaborateurs ou des Français ont vécu de nouveau en famille, plus ou moins bien, mais souvent bien, à ne plus travailler pendant quelques semaines, quelques mois, en étant payés. Et je crois que ça permet, mais pourquoi pas, de réfléchir sur sa vie, sur ce qu'on veut faire de sa vie. Et donc ça a disrupté un petit peu, je dirais, le rapport au travail de pas mal de gens, de jeunes. Et c'est là où il faut que nous comprenions ce mouvement. Ça fait partie des transitions qu'il faut générer, qu'il faut régler. Il ne faut pas avoir peur de ça. Un chef d'entreprise, de toute façon, il va d'échec en échec avec optimisme, comme disait le Churchill, ou de crise en crise, et toujours avec optimisme et en ayant du succès à la fin. Donc il faut intégrer ce paramètre que nos salariés, nos jeunes, veulent peut-être une vie un peu différente après le Covid, sont sans doute stressés par l'inflation, et c'est normal, veulent pas forcément un patron ou un métier. Alors à nous d'être très sexy, d'être encore plus attractifs, et je dirais même que si nous allons au plein emploi, ce que je souhaite fondamentalement pour la France, on sera de plus en plus dans un rapport de force inversé. Inversé, pourquoi? Parce que nos salariés, comme en Angleterre, comme dans les pays au plein emploi, pourront dire demain matin je vous quitte et je vais en face. Et c'est ça qu'il faut. Donc il faut qu'on soit de plus en plus attractif, avec des raisons d'être qui tiennent la route. Raison d'être, c'est pourquoi je me lève le matin, pourquoi je vais travailler à Radial. Et chez Radial, vous faites quoi? Vous faites quoi pour la planète? Vous faites quoi pour le CO2? Vous faites quoi pour rendre les avions plus vertueux? On essaye de bosser là-dessus, donc plus légers, etc. Donc tout ça, on a défini une raison d'être avec nos collaborateurs qui se résume par Create Connectivity That Matters, créer la connexion qui compte. Alors qui compte pourquoi? Qui compte pour les hommes, qui compte pour l'humanité, qui compte pour la planète. Et derrière ces 3 mots ou ces 4 mots, eh bien, on décline des plans d'action, des réunions, et c'est encore du bottom-up. Mes salariés à Radial ont défini des valeurs aussi il y a quelques années. On les a fait bosser sur un plan Radial 2025. Donc on les implique vraiment dans la profondeur de Radial et de la raison d'être. Je ne dis pas que c'est génial, je ne dis pas qu'on réussit à tous les coups. C'est de la vraie co-construction, là, avec les salariés. Oui, exactement. Alors on pilote, on ne fait pas n'importe quoi, il y a des outils pour faire ça, mais je pense que c'est important parce qu'ils sont impliqués dans le projet Radial. On ne peut pas tout accepter non plus. Certains voulaient qu'on sorte complètement du marché militaire, vous voyez, il y a 3 ans. Ça, c'est des jeunes aussi. On ne fait plus de défense, plus de Gattaz, hein, d'accord. Je dis, on va voir. Bon. Pour le chiffre d'affaires, ça et va là, bouger. ces mêmes personnes sont en train de changer un peu d'avis, hein, en disant ce serait peut-être quand même pas mal qu'on se défende. Hein. Bon, donc il faut intégrer tout ça et c'est ça qui est intéressant. Donc je pense que ce rapport au travail, comme tout, ça s'intégrait. On le voit un peu partout dans le monde, la grande démission américaine. Après, il faut s'adapter à ça, il faut essayer de comprendre et il faut faire en sorte que nos salariés ne partent pas. On a quelques démissions pour des questions de salaire, ça existe. On a des difficultés d'embauche. Donc il faut qu'on revoie certains salaires, etc. On avait un très haut niveau de variabilité de notre rémunération avec de l'intéressement participation qui comptait pour 3-4 mois. Avec la crise, il y a moins d'intéressement, donc c'est vrai que donc on se remet en question. Je crois qu'en fait, seuls les paranoïaques survivent, comme le disait le créateur d'Intel. Il faut toujours être un peu paranoïaque, optimiste et enthousiaste en fait. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? On était tout à l'heure avec Caroline Sayer et Nathalie Mionetto à la fois sur le bois, la plasturgie, sur comment faire évoluer les formations, rendre attractifs les métiers pour que les jeunes viennent. Qu'est-ce que vous leur dites, Pierre? Vous parlez de cette raison d'être. Il y a des piliers, des valeurs fortes qui servent aussi à attirer les jeunes générations. Je me suis beaucoup préoccupé de ces problèmes de formation et d'apprentissage quand j'étais au MEDEF. On avait créé un petit spot à la télévision qui s'appelait Beau Travail. C'était 1 minute, même pas, où on interviewait, on filmait un jeune soudeur, galvanoplaste, boucher, poissonnier. Il y a eu 115 métiers en tension où on faisait parler les salariés en disant je suis très content, je suis poissonnier, j'adore, j'ai tel niveau de salaire, 2 000 euros, 2 500 euros, et il en manque 7 000 en France, ou 8 000 ou 10 000. Bon, on a fait ça pendant 6 mois ou 1 an. On a fait le tour de France au MEDEF pour aller haranguer les familles sur les villages de Tour de France avec une voiture, un camping-car, pour expliquer aux familles que ce sont des métiers formidables. Et en fait, quand je vois la réussite de la Suisse, je rappelle, 70% des gamins en Suisse à 17 ans sont en apprentissage. C'est une vraie réussite. Nous, ils vont
au bac. Alors là, on est vachement content, le bac. Ensuite, ils vont à l'université, formidable. À Nanterre, formidable. Sociaux, psycho, philo, inspection du travail, maire de Paris. Bon, non, excusez-moi, je me suis trompé. Non, mais si vous voulez, ils n'ont pas vu une entreprise de leur vie. Ils ont 25 ans, ils n'ont pas vu une entreprise de leur vie. Et ensuite, on s'étonne que les jeunes de Sciences Po votent, comme on le sait, de façon bizarre, quand même. Et là, si vous voulez, je me dis, il y a un problème. Donc, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, les jeunes sont mis dans les usines. Ils ont des anciens chefs qui sont d'anciens apprentis. La hiérarchie sont souvent des anciens apprentis. Ils découvrent le milieu vertueux, harmonieux de l'entreprise. Ils se positionnent sur du haut de gamme. Ils font de l'innovation. Ça commence quand même un petit peu à bouger. C'est vrai que c'était cloisonné, mais les choses bougent. Mais les choses bougent. Et je suis très content parce que quand je suis arrivé au MEDEF, il y avait 200 000 apprentis par an dans les années 2013. Je crois qu'on est monté à 600 000 ou 700 000 aujourd'hui. Il y avait une tribune dans les Échos de Muriel Pénicaud. Voilà, Madame la sous-préfète a parlé de la formation, de la réforme des lycées professionnels. Bravo, 1000 fois bravo. Il faut que les entreprises se remobilisent pour attirer nos hommes, donc attractivité. Je voudrais vous citer quelques exemples aussi, comme l'avion des métiers du GIFAS, la fédération GIFAS que vous connaissez tous, l'aéronautique, fait tous les 2 ans au Bourget. Ils ont un avion qui est dépecé, et il y a des groupes de jeunes apprentis qui viennent autour et qui expliquent la chaudronnerie, le décolletage, la plasturgie, etc. C'est formidable. Ils font ça toute la semaine. Les familles viennent le week-end et découvrent pour leurs gamins des gens vertueux. Ensuite, autre initiative, les World Skills de mon ami Olivier Guénon. Ce sont les Olympiades des métiers. Je vous recommande d'y aller, d'y assister. Ce sont des Jeux olympiques des métiers, internationaux ou nationaux. Vous avez 50 métiers, dont des pâtissiers, des coiffeurs, les cuisiniers, le bâtiment, tous les métiers de l'industrie. Et ils sont en équipe et ils sont challengés. Donc il reste quelques jours. C'est absolument génial. Ce sont des Jeux olympiques et les gamins de 16-17 ans sont des Zidane ou des Mbappé de leur secteur. Une pêche inouïe, un enthousiasme, un sourire extraordinaire. Il faut aller voir ça. Et mon ancien collaborateur du MEDEF, Olivier Guénon, s'occupe des World Skills France. Et ça fait partie des choses qu'il faut continuer de faire savoir aux familles, parce que souvent les familles ne comprennent pas ce qu'on fait, ne comprennent mal l'industrie, qui a encore parfois une mauvaise connotation en France. Et il faut pousser ces jeunes dans l'apprentissage. C'est le succès de tous ces grands pays industriels européens. Pierre Gattaz, par rapport à ce que vous faites justement dans l'entreprise en termes de formation, en termes d'alternance, avant même qu'on parle des succès de l'alternance, en France, vous étiez pionnier chez Radial par rapport à tout ça. On avait créé, mais comme certaines entreprises sans doute ici, on avait créé une école à Voiron. Mon oncle avait créé une école de décolletage parce qu'il avait beaucoup de mal à trouver des régleurs, des décolleteurs dans l'Isère, c'était surtout dans la vallée de l'Arve, de la Haute-Savoie. Donc on avait un besoin, on a créé des écoles. Bon, jusqu'à ce que des CPA se sont venus, les écoles d'apprentissage, etc. Mais ça fait partie des choses que quand on est en pénurie, eh bien on est obligé de faire et ça marche très très bien. C'est un peu coûteux, mais ça marche bien. Maintenant, on a aussi des écoles où on partage des expertises de management avec d'autres ETI familiales françaises. Donc on a créé une école où on est 5 ou 6 ETI pour le management moderne de demain, international, etc. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Jouer collectif. Ensuite, j'ai poussé quelque chose que je vous recommande, Classe en entreprise, pour diffuser les métiers. J'ai lancé il y a une dizaine d'années un concept de classe en entreprise où je prends des professeurs avec une classe entière de 30 personnes du lycée du coin, normal ou professionnel. En l'occurrence, c'est des lycées et des collèges normaux. Et ils viennent enseigner dans l'usine. Donc on leur donne une classe de réunion. Ils sont 20-30 élèves. Le prof fait maths. In situ, alors, bien sûr. In situ. Ils font classe en entreprise. Et toutes les 2 heures ou toutes les heures, après un cours de maths, de philo, de ce que vous voulez, ils viennent par 5 ou 6 élèves, plus les profs, rencontrer nos salariés. Le décolleteur, le régleur, l'assistante commerciale, la dessinatrice, l'ingénieur, etc. Ils s'aperçoivent, avec les profs, que c'est propre par terre, que c'est pas Germinal de Zola comme ils l'ont lu jusqu'à 50 ans, que les ouvriers sont souriants quand ils arrivent, qu'ils adorent leur métier, qu'ils adorent leur machine, qu'ils adorent leur entreprise, qu'ils adorent parfois leur patron, même s'il ne le dit pas.
Non mais c'est ça la vraie vie, c'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie. C'est pas ce qu'on voit dans les journaux où on voit les drames, c'est vrai, on voit les échecs, c'est vrai, on voit les plans de licenciement, c'est vrai. Mais malgré tout, c'est important de montrer aux familles, aux profs qui ne connaissent pas que c'est ça, c'est une vertu. Et on voit des gens motivés par Boeing, par Airbus, par la Chine, par l'Amérique, par des tas de choses qu'on fait en communauté. Donc les élèves adorent parce qu'ils ont vu cette humilité de l'industrie. Les profs adorent parce qu'ils découvrent un monde qu'ils ne connaissaient absolument pas. On décloisonne en fait. Hein. Et donc il faut continuer de faire des classes en entreprise. Ça coûte aux entreprises le fait d'offrir peut-être des sandwichs à midi et d'organiser des bus scolaires pour que le matin ils viennent du collège ou du lycée. Voilà. Et on les immerge 3 jours et les salariés sont extrêmement fiers et heureux de montrer leur métier. Donc du coup, il y a un retour sur investissement pour l'humain des collaborateurs. Voilà. Et puis on se fait des recrues potentielles, du coup. Hein. Et ça, c'est du pragmatisme. Vous voyez, il ne faut pas aller chercher des lois dans tous les sens. On a déjà 80 codes et 400 000 normes en France. Donc il faut surtout simplifier tout ça et faire du pragmatisme humain. C'est pas compliqué à faire, ça. L'alternance, les stages, je sais que vous êtes dans l'humilité, Pierre, mais Happy Trainee, labellisé, oui. Ça fait plaisir. Oui, bien sûr. Oui, ça c'est justement les stagiaires dans les entreprises qui ont leur qualification, satisfaction, etc. Comment ils sont satisfaits et on voit que c'est un label qui est très intéressant et qui permet là encore de communiquer sur des stages en entreprise vertueux. Il faut faire parler les gens heureux en France. Il faut faire parler les gens contents. On entend toujours les râleurs qui font 5% et il y a plein de gens heureux dans notre entreprise. Il faut les faire parler, il faut les faire communiquer. Ça me rappelle le livre de Philippe Bloch qui s'appelle « Ne me dites plus jamais bon courage ». Hein. On a toujours l'impression que c'est... Voilà. Et puis surtout, hein, bon courage. Pierre Gattaz, on parlait de la raison d'être, des piliers forts, des valeurs que vous promouvez, l'innovation, l'intégration des communautés locales, la protection de la planète. Le grandir ensemble aussi, ça c'est quelque chose qui vous tient à cœur. J'aimerais qu'on parle de y croire. Mais, oui, si vous voulez, un bon manager, alors là encore, on vit de succès et d'échecs à Radial quand je suis arrivé, et pendant 10 ans, j'ai perpétué la promotion du meilleur vendeur en tant que manager, du meilleur ingénieur en tant que manager, du meilleur ouvrier en tant que chef d'îlot. Erreur fondamentale. Erreur fondamentale. Et donc, je me suis aperçu que j'ai eu une énorme grève sur les 35 heures en 2000, avant l'énorme crise. 3 semaines de grève, ça a été horrible. J'ai fait faire un audit RH de Radial. Et cet audit m'a montré que mes managers ne descendaient pas les flux d'informations stratégiques de la direction et ne remontaient pas les signaux faibles parce qu'ils étaient mauvais managers. Ils n'avaient pas appris. Bon. Donc, Yvan Riva qui nous parlait tout à l'heure de la transparence nécessaire. Hein. Donc j'ai fait une formation à ces managers. Il y en a 70%, 50-60% qui ont réussi à apprendre les bases du management. Il faut aimer ses salariés. Il faut aimer les gens qu'on manage. Sinon, ça ne marche pas. Et vous avez des gens, le meilleur ingénieur, ce n'est pas le meilleur manager, il s'en fout. Le meilleur vendeur, souvent, ce n'est pas le meilleur manager. Et c'est vrai que c'est souvent une erreur. On nomme ou on fait une promo de quelqu'un qui est excellent dans son domaine en lui disant tu vas être manager. Ça ne s'improvise pas. Et ça, alors, donc, nous, on a créé des postes d'experts. Parce que le meilleur ingénieur, quand on lui dit tu vas pas, on va t'enlever tes 10 gars que tu pilotes, il n'est pas content. Hein. Donc on a dit tu vas être un super expert avec 3 grades, je sais plus, junior, senior, une carte de visite internationale en anglais, en chinois, etc. Le type il part, c'est le gourou de la fibre optique. Hein. Bon, par contre il a plus personne parce que ça marche pas. Mais par contre il a cette fierté. On a fait ça, ça a bien marché et on forme des managers au management. Et ça c'est important parce que dans nos boîtes, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Mais une boîte, c'est une communauté humaine. Plus vous avez... les gens, ce sont des petits aimants. Nord-Sud. Quand c'est le bordel, il n'y a pas de gros aimants. Quand vous arrivez à faire du management moderne de qualité totale de Lean, vous orientez tous ces petits aimants Nord-Sud, vous avez un énorme aimant à la fin. C'est ça le management. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que vos collaborateurs soient bien, soient motivés, soient engagés dans une certaine bienveillance, mais une grosse exigence. C'est pas le Club Med non plus. On fait pas n'importe quoi. On a des objectifs, on les définit ensemble éventuellement. Ils sont voilà. Mais je crois que c'est ça. Et c'est ça que j'adorerais mettre dans la fonction publique, dans l'administration. Vous voyez, il faudrait une autre vie, mais ça, j'adorerais faire ça. D'ailleurs. J'adorerais faire ça. Je sais pas comment, mais j'adorerais.
Il y a un cocktail derrière, on pourra en discuter. Pierre Gattaz, je sais que vous êtes toujours sans cesse sur de nouveaux projets. Avant de parler du château de Sannes, je voudrais qu'on parle de y croire. Parce qu'on est ancré dans les territoires, dans leur dynamique ici dans le Haut-Bugey. C'est ce que vous promouvez. Moi, j'ai toujours été touché, si vous voulez, par le chômage des jeunes, le chômage des quartiers. Donc j'ai aidé Moussa Camara, que vous connaissez peut-être, qui est un jeune d'origine malienne, qui est venu me voir au MEDEF, en 2013, disant j'aimerais qu'on forme à l'entrepreneuriat des jeunes de quartier. Je suis de Cergy-Pontoise, j'ai dit c'est formidable, je vous ouvre les portes du MEDEF, les salles de réunion, le réseau, et Moussa Camara est devenu une star. D'ailleurs, je l'ai vu sur une publicité de la BNP hier soir. Donc Moussa m'amenait des jeunes de quartier qu'il formait grâce au soutien du MEDEF. Et sociologiquement, c'est très intéressant, ce sont des gens défensifs, des jeunes un peu défensifs, sachant pas très bien s'exprimer, et quelques heures, quelques jours, quelques semaines après, ils ont un sourire énorme. Ils défendent leur projet d'entreprise sur scène comme ça, devant 400 personnes. Vous en pleurez, tellement c'est beau. Et quand je suis parti du MEDEF, j'ai dit, écoute Moussa, ça y est, t'es parti, t'es bon. Je vais faire ça dans la ruralité. Et là, j'ai croisé Xavier Bertrand, qui m'a dit, Pierre, viens vite. Je suis Maubeuge, Fourmi. J'ai 30% de chômage. Je ne sais pas où c'était Fourmi. Une petite localité forte dans les Ardennes, près de la frontière. Il y a l'Aisne, il y a Lens, et un degré de pauvreté important parce que des niveaux de chômage très importants, désindustrialisation terrible. Donc je suis parti avec mon sac à dos et nous avons créé Y Croire, qui permet de former des gens cassés par la vie, des chômeurs longue durée souvent des femmes divorcées, 3 enfants, qui ne bougent pas. Quand on est à Fourmi, on ne bouge pas, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a rien. Donc on ne fait même pas 20 km pour aller plus loin. Et donc on les aide par leurs petits projets de vie. J'aimerais être coiffeuse, j'aimerais être manucure, j'aimerais être tatoueur, j'aimerais avoir un bar tabac. On les tire par ce projet-là. Et là, les yeux commencent à briller, le sourire commence à s'esquisser, on les forme 3 jours et 3 semaines. Et ils ne vont pas tous devenir entrepreneurs, mais ils vont se retrouver employables. On les fait parler entre eux, on les fait parler sur scène, on leur fait regarder franchement. Et en fait, ils peuvent aller se représenter devant un patron à l'heure, propre, avec voilà. Et on leur donne des conseils. Ils sont en réseau et on a des résultats. Vous cassez le syndrome de l'imposteur ou de l'autocensure, hein, en disant je peux y arriver. En fait, c'est un sas de décompression entre des gens seuls, de plus en plus en colère, qui deviennent gilets jaunes, qui votent très mal, parce que seuls, parce que aigris, parce qu'ils ont tout tenté, ils n'y arrivent pas. Et on leur redonne un espoir, une estime d'eux-mêmes, le sourire et une posture sociale. Et on les met en réseau en plus. Et ensuite, alors on utilise le MEDEF, le CPME, des associations locales pour les aider, parce que si vous les mettez là et puis que vous les laissez seuls derrière, ça retombe. Donc il faut vraiment les accompagner. Et comme les patrons recherchent tous du monde, aujourd'hui encore, j'essaye de mettre le plus de patrons possible pour leur parler d'abord, et puis pour aller détecter des gens qui en valent la peine. Parce que très souvent, dans ces gens-là, vous avez des personnalités incroyables, qui ont été cassées par la vie, par des aventures difficiles, mais vous les remettez sur le droit chemin, vous les aidez. Alors ils nous adorent, hein, parce qu'on les aide. Et ce qu'il faut, c'est les accompagner jusqu'au bout pour qu'ils retrouvent un emploi ou qu'ils créent leur petite entreprise. Souvent, salon de coiffure, manucure, etc. Donc voilà ce qu'on fait. Et on va commencer en Isère, à Voiron, dans 6 mois. On va aller dans le Vaucluse et on a beaucoup de succès en Hauts-de-France. Du coup, ça va essaimer dans toute la France. On parlait du Vaucluse à l'instant. Oui. À côté, il y a les Bouches-du-Rhône. Sannes, ça aussi, c'est une belle idée. Racontez-nous l'histoire de ce château. Alors, c'est un domaine vinicole. Quand je suis parti du MEDEF, où on bosse comme un fou, week-end compris, surtout quand on est dans un MEDEF de combat, il fallait un peu... Voilà. Vous sortez de là, vous êtes un peu essoré quand même, parce que vous en avez pris plein la figure. Avec fierté quand même, sans aucun regret. Mais je me suis dit avec mon épouse, qu'est-ce qu'on va faire demain? Alors il y a Business Europe, Radial, etc. Et je me suis dit, j'aimerais faire quelque chose d'un peu amusant avec les enfants. Et en fait, on a acheté un domaine vinicole dans le Luberon qui s'appelle le Château de Sannes, où il y avait du vin, des vignobles,
et plus de chais de vinification. Donc les grappes étaient vendues aux coopératives locales. Donc on a recréé un chai de vinification. On a recréé une boutique, mais il faut vendre. Alors, faut le produire, le vin. On a produit du vin, on a recréé tout le vin, le rosé, rouge et blanc. Et puis, comme il y a une voiture par jour qui passe devant la petite départementale, on s'est dit, là, on va vraiment mourir très vite. Hein. Donc, il faut faire connaître, comme tous les domaines vinicoles, on a développé des activités œnotouristiques pour faire venir des gens. Donc, on a développé des rencontres musicales, des concerts dans les vignes, des rencontres littéraires. D'ailleurs, demain soir, j'ai monsieur Jean Viard, sociologue, qui intervient sur place. On a eu des personnalités comme Alain Baraton, comme Étienne Leclin. Donc, on anime et on fait partager en fait l'amour du vin. Le vin, c'est un produit magique. C'est un produit d'excellence française, de territoire, d'exportation, de bien-être, de partage. Ouais. Et donc, on a trouvé ça formidable. La Provence, j'ai toujours été baigné par la Provence. Je voulais pas être trop loin de Paris quand même. Donc 3 heures de TGV, on est à Aix et 35 minutes pour aller au domaine de Sannes. Donc c'était pas trop compliqué. Et on a développé par ailleurs des capacités de séminaires, d'entreprises, de mariage, parce que il y a des propriétés assez anciennes avec 15 chambres et qui nous permet en fait de faire cette aventure entrepreneuriale. Alors c'est dur, c'est long, c'est des prises de tête, c'est des cauchemars la nuit. Je vais jamais y arriver. Mais ça, c'est l'adrénaline de l'entrepreneur. Et pour ceux que ça intéresse, je vous recommande de faire ça en famille. Parce que, si vous voulez, j'avais perdu un peu de vue, pas mes enfants, parce qu'avec le MEDEF et Radial, j'étais très souvent international. J'ai des enfants de 27 à 37 ans. Et en fait, ils vivent leur vie. Et vous finissez par plus les voir, à part de temps en temps un week-end. Et là, le projet a regroupé toute la famille. Donc, on déguste les vins ensemble. Et c'est une petite TPE à gérer. On a créé de l'emploi. Jusqu'à 9 personnes. Donc, on discute du management, des marges, des prix de vente, des prix de revient, des prix de coût de l'électricité. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met des cellules photovoltaïques dans le champ à côté? Enfin, tous les problèmes que vous connaissez et qui sont sur une petite TPE. Et je pense que c'est beaucoup plus compliqué de gérer une TPE de 9 personnes que Radial avec 3500 personnes. Parce que je fais tout. Le comptable, la DRH, le DAF, le manager, le conseiller, le psy, je fais tout. Communicant. Et en tout cas, on est dans les circuits courts. Hein, donc c'est génial. C'est génial. Voilà, on rigole un peu et c'est dur, mais c'est drôle. Voilà, on voit l'enthousiasme de Pierre Gattaz et son côté passionné. On peut applaudir Pierre Gattaz et le remercier pour ce témoignage qui est toujours enivrant et qui embarque. Qui veut peut-être nos acteurs de l'économie du territoire, qui voudrait poser une question à Pierre Gattaz ou réagir à ce qu'il a dit? Il y a un point qui vous intéresse. Ah, oui, on va vous tendre un micro. C'est Laurent Messin que je salue, qui a été à la manœuvre avec brio pour l'organisation de ce colloque. On vous écoute. Oui, bonjour. Donc merci évidemment pour votre enthousiasme. C'est agréable, surtout dans la période actuelle. Et justement, vu que moi je suis plutôt pragmatique, je me demandais, est-ce que vous auriez une opinion sur ce qui se passe actuellement d'un point de vue électricité et l'avenir que ça peut avoir sur notre industrie, parce que le changement va être un peu brutal. Et en termes d'adaptation, est-ce qu'on aura les moyens de s'adapter dans le 1, 2, 3 ans qui viennent, alors qu'on risque de manquer un peu d'énergie pour faire tourner nos usines? Alors, c'est une très bonne question. C'est la préoccupation numéro 1 de tout le monde, des industriels, de moi sur ma Radial et sur le domaine de Sannes. Parce qu'on a tous une facture d'électricité en tête qu'on dépense, qui correspond à des résultats et à de la croissance. Cette facture, elle peut monter à x5, x10, on ne sait pas. Énorme incertitude. S'il y avait un point à retenir, et je l'ai dit ce matin sur BFM à 7h45 d'ailleurs, c'est l'énorme angoisse des chefs d'entreprise sur le prix de l'énergie et du gaz, il faut le dire. Je remercie Madame la sous-préfète, mais j'ai essayé de lire les propositions, j'ai rien compris. En fait, je trouve ça très compliqué. Je trouve ça extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Vous voyez, sur mon domaine de Sannes, un vignoble, comme beaucoup de vignobles, j'ai moins de 9 personnes, j'ai moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, je fais plus de 35 000 watts, 35 AVA. À 35 AVA, vous êtes plafonné. Au-dessus, il faut attendre un prix délirant de plancher à 385. Donc, qu'est-ce qui se passe entre le prix 2019 de 35 euros par kilowatt et les 350 de plancher? Là, si vous voulez, ça fait x10. Hein. Donc, le plancher, moi, je meurs. Et je pense que beaucoup d'entreprises dans la salle risquent de mourir aussi. Donc, je pense que
Je ne suis pas du tout demandeur de tendre le bol auprès du gouvernement. Vous le savez, je suis toujours dans la croissance autofinancée et chacun son rôle. Mais sur des coûts pareils qu'on subit, avec les risques que ça peut avoir sur les entreprises, c'est dramatique. Moi, sur Radial, j'ai 700 000 euros par an d'électricité. Si ça fait x10, ça fait 7 millions. Ça me bouffe 2 à 3 points d'exploitation, comme ça. Donc c'est très très dur. Donc là, je pousse solennellement de nouveau une alerte auprès du gouvernement pour essayer de voir si on peut améliorer encore le système, surtout le rendre compréhensible, parce qu'il y a trop de tiroirs. Si vous avez un EBITDA au-dessus, en dessous, l'âge du capitaine, ça me rappelle, souvenez-vous, le problème des pigeons sur les flat tax. Quand les pigeons ont hurlé en disant il y a une imposition, une fiscalité épouvantable sur les valeurs ajoutées, François Hollande avait fait un truc de 80 pages, incompréhensible. Mais incompréhensible. L'âge du capitaine, le détention, pendant combien de temps on a 25%, au-dessus de 25%, on les apprend. Mais c'était dingue. Et on a poussé sur la flat tax. 30%, boum, terminé. Là, vous comprenez, vous savez, les règles sont claires, on peut se battre contre les anglo-saxons. Donc moi, sur ce sujet-là, il faut vraiment que ce soit hyper simple, d'abord, que ce soit rapide, et après que l'Europe, et je connais assez bien Business Europe, puisque j'ai piloté pendant 4 ans, c'est compliqué là. C'est compliqué. Les Allemands ne sont pas d'accord pour décorréler le prix du gaz avec le prix de l'électricité. Ils sont pas. Enfin, les discussions sont très compliquées. Donc, je pense que, en attendant que ça s'harmonise au niveau européen, je ne sais pas s'ils vont y arriver. J'espère. Il faut que la France prenne des mesures radicales. Et en effet, ce qui est triste, si vous voulez, dramatiquement triste, c'est qu'on était les champions du nucléaire au monde, et par idéologie, j'insiste, qui nous caractérise par intellectualisme et idéologie, eh bien, on a foutu en l'air notre parc nucléaire. Et là, si vous voulez, c'est vraiment, c'est terrible. Hein. Et quand on est pragmatique, comme un certain nombre de pays européens, et je remets les Suisses ou un certain nombre, vous ne faites pas des bêtises pareilles. Voilà, donc il faut faire 3 choses. Il faut qu'on améliore encore la lisibilité et que la plupart des entreprises puissent se retrouver leur compte et leur visibilité. Il faut que l'Europe s'arrange. Et là, je sais que Business Europe est au combat, puisque j'ai eu mon directeur général hier soir sur le sujet pour expliquer, pour savoir s'ils avançaient bien. Et il faut accélérer sur le nucléaire français. Bon, alors ça prendra un certain temps, mais c'est pas possible. Justement, vous êtes industriel comme nous. Vous savez que quand on a un fournisseur stratégique, on essaie de ne pas se fâcher avec lui si on n'a pas de moyen de substitution. Bon, au niveau européen, on l'a fait, sous peut-être la pression américaine, ça j'en sais rien. Est-ce qu'il ne serait pas aussi temps, parce que ce que vous dites sur le nucléaire, peut-être que dans 1 an, ça ira un peu mieux, on aura fait les entretiens, on aura peut-être trouvé un certain nombre de moyens de régler ces histoires de corrosion, bon bref. Mais en attendant, est-ce qu'il ne serait pas le temps de la grande réconciliation pour retrouver un petit peu de sérénité d'un point de vue gazier, notamment au niveau européen? Vous voulez dire avec la Norvège ou comment Non, la réconciliation avec ceux qu'on a bannis du monde. Avec la Russie? Voilà. Alors là, c'est un autre sujet. Hein. C'est compliqué, là. C'est un autre sujet. On aimerait tous qu'il y ait une réconciliation le plus rapidement possible, hein, ça c'est sûr. Là c'est vrai. Donc, mais là, on est sur de la politique géopolitique qui nous dépasse un peu. J'ai une opinion personnelle, mais elle n'est pas racontable. Non, bon, j'ai entendu ce que je voulais entendre. Il ne faut pas mettre le feu à toute l'Europe. Donc là, il faut qu'ils arrivent à négocier un moment. On ne va pas rester comme ça dans des positions épouvantables. Donc je pense qu'il y a une négociation qui doit arriver à un moment. Elle va être dure, elle va être compliquée, mais il faut le faire. Et on ne va pas rester dans un état où... Et en plus, c'est l'Europe qui en prend plein la figure par rapport aux Chinois et aux Américains, si vous voulez. En plus. Donc c'est ça qui est encore plus terrible. Donc il faut que l'Ukraine et la Russie... voilà. Alors, je ne suis pas politique, je ne connais pas tous les tenants aboutissants, je ne suis pas du tout... mon opinion personnelle, c'est qu'il faut qu'ils négocient à un moment. Hein. Mais bon, facile à dire, peut-être. Autre question. Qui a envie de... Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir Pierre Gattaz. Tout à l'heure, vous disiez que, en fait, par idéologie, on avait perdu l'industrie nucléaire. Ça, je pense qu'on en est tous conscients. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire la même chose avec l'automobile? Alors, oui, j'ai bien aimé l'interview de Thierry Breton de ce week-end, où il a commencé à mettre un peu les points sur les i. Disons clause de revoyure en 2026. Clause de revoyure. Vous savez, dans nos boîtes, on a le PDCA, que vous connaissez tous, Plan, Do, Check, Act. On planifie, on met l'objectif, on fait,
de check, on contrôle, et clause de revoyure, acte. On regarde si ça marche bien. Donc moi j'aime beaucoup d'abord la clause de revoyure en 2026, et deuxièmement d'expliquer qu'il ne faut pas être plus naïf que tout le monde. Vous avez parfaitement raison. Les Chinois vont continuer de faire du thermique, les Américains vont continuer de faire du thermique, le monde entier va continuer de faire du thermique. Alors c'est peut-être pas bien pour l'environnement, mais on ne va pas être les seuls, je dirais, de nouveau, à se pénaliser, à perdre 700 000 emplois en Europe, etc., etc. Alors, bon, on surmonte des défis, ce défi est important. Après, il faut mettre des objectifs réalistes et ambitieux mais réalistes, et le faire avec les parties prenantes. Moi, je crois que cet objectif nous a été imposé en top-down. C'est une méthode. C'est pas la meilleure méthode pour moi. Dans nos boîtes, on discute, on regarde. S'il y a des problèmes de crise, on en parle aux salariés. Je pense que c'est important qu'il y ait des échappatoires ou des ajustements de cet objectif qui me paraît très péremptoire. Et nos politiques sont à l'écoute là-dessus? Parce que nos politiques sont-ils à l'écoute quand si vous voulez, le problème aujourd'hui, c'est que je ne sais pas si... encore une fois, j'ai bien aimé Thierry Breton parce que c'est une voix intéressante, il vient de l'entreprise, et ce qu'il a dit me paraissait tout à fait pertinent en protégeant justement l'industrie automobile par rapport à cet objectif qui est totalement... Enfin, qui peut paraître complètement déraisonnable, parce qu'il y aura encore un marché de la voiture thermique dans le monde, de toute façon. Alors qu'on essaye bien sûr de faire tout pour réduire les échappements, les émissions de gaz à effet de serre, etc., y compris sur le thermique, oui, parce qu'on a un problème à régler par ailleurs. Mais 2035, plus de voitures vendues thermiques en Europe, comme ça, là, boum, non. Enfin, je trouve que c'est... Voilà. Donc il y a sans doute, j'espère qu'il y a une discussion qui s'opère et que Thierry Breton a déclenché un sujet vertueux au niveau de l'Europe et au niveau de la France. On n'est pas aussi dans des sujets d'excès de normes aussi, dont on a le secret en Europe et en France? Si, il faut, si vous voulez, les normes, c'est toujours pareil. Il faut, de temps en temps, elles sont importantes, mais il ne faut pas en abuser. Je crois qu'en France, on est les champions des normes et de la complexité. D'ailleurs, sur les 4 thèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure dans mon action MEDEF, il y avait le social, le fiscal, l'apprentissage, la formation professionnelle et la simplification. Eh bien, sur la simplification, je ne vois rien qui a été fait de notable. On avait poussé à silence de l'administration vos accords au bout de quelques mois ou quelques semaines, et il y a eu 3500 ou 4000 dérogations, et donc ça a été oublié. Donc là, je crois que sur l'environnement, il faut aussi qu'on soit extrêmement prudent, même s'il y a le feu à la baraque. C'est vrai qu'il y a un vrai sujet, un vrai souci, mais il faut que le plus possible faire participer l'ensemble des entreprises à ce sujet-là. Et nous sommes conscients de l'urgence. Autre question, qui veut poser une question à Pierre Gattaz? On va vous tendre le micro. Mais c'est pour ça que l'énergie circulaire, l'économie circulaire, surtout si elle vient de nous-mêmes, est importante. Parce qu'on n'attend pas qu'on nous impose des tas de choses, on le fait. Et on va montrer qu'on émet moins de gaz à effet de serre, qu'on peut mesurer le CO2, qu'on peut mesurer tout ça. Donc si ça vient de nous, ce sera beaucoup plus fort que de nous faire imposer des choses par la loi. Donc bravo d'avoir pris ce thème majeur ici. On vous écoute, bonsoir. Bonsoir, tout autre sujet. Je suis alternante dans une entreprise qui m'a offert cette chance. Je voulais savoir, vous faisiez une comparaison par rapport à la Suisse qui propose beaucoup d'alternance. Est-ce que vous pensez que les entreprises françaises sont prêtes à accepter ce mode-là? Pour les recherches, c'est extrêmement compliqué pour tous les alternants. Et après, même avoir trouvé une entreprise, dans chaque promotion, il y a toujours des changements d'entreprise en cours parce que finalement, le tuteur n'est pas capable de s'occuper de cet alternant dignement. Moi, je suis très optimiste sur le sujet. Pourquoi ? Parce que on a passé des années un peu compliquées en France. On a parlé de cette désindustrialisation, ces marges très faibles. On a vécu quelques années ou quelques décennies compliquées, avec des chefs d'entreprise sous pression. Et je crois qu'aujourd'hui, avec la confiance qui est revenue depuis quelques années quand même, la croissance qui est revenue, parce que malgré tout, il y a de la croissance, on a des inquiétudes sur l'énergie, les apprentis qui reviennent, qui sont 700 000, je crois que l'alternance
va devenir de plus en plus à la mode. Moi, je le vois au sein de Radial, on en prenait peu, on en prend de plus en plus. C'est des moyens de tester des gens, de former des jeunes, et je crois que c'est un mode très important. Alors, il y a peut-être encore des loupés, tout le monde n'est peut-être pas, je dirais, outillé pour le faire, mais moi, je suis très optimiste sur ce parcours-là et cette façon-là. Je crois même que c'est la meilleure avec l'apprentissage, l'alternance, et je vois dans les ingénieurs qu'on recrute, les ingénieurs en alternance sont sans doute un peu plus performants, pas forcément scientifiquement ou technologiquement, mais dans l'intégration de la communauté humaine de l'entreprise. Ils ont été alternants une semaine, et ils connaissent le corps social de l'entreprise, ils savent parler à des ouvriers, etc. Lorsque vous avez un bac plus 5 qui débouche, qui n'a jamais vu une entreprise ou un ouvrier de sa vie, bon, je suis diplômé, tu m'emmerdes pas, quoi. Bon, je vois ça aussi. Donc je pense que l'alternance, aussi pour cette raison-là, est fondamentale. Donc je suis optimiste. Alors il y a peut-être quelques loupés dans certaines filières, je suis d'accord, ça c'est pas. Mais on bâtit la chose et il faut la bâtir ensemble. Et je crois que c'est une voie fondamentalement importante pour la France. Pierre Gattaz, on va pouvoir échanger pendant le cocktail. Moi j'ai peut-être une dernière question. À quand une usine radiale dans l'Ain et dans le Haut-Bugey ? Écoutez, je sais pas, c'est très attractif comme département et comme région. Donc, voilà, si on doit faire un peu plus de plastique dans le futur, oui, c'est l'endroit où il faut être. Hein, donc, je ne sais pas, mais pourquoi pas. Pierre Gattaz, merci encore. Merci d'applaudir Pierre Gattaz. Merci à vous tous.